Alors, bon, peut-être quand même. Donc, est-ce qu'il est besoin de présenter Jean-Yves Rochex? Pas vraiment, peut-être, hein, dans une assemblée de conseillers d'orientation psychologues. Donc, Jean-Yves Rochex est psychologue, chercheur, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8. Et ses recherches portent principalement sur le rapport au savoir et le rapport à l'école, notamment dans les banlieues et auprès des enfants issus des milieux populaires. Il va là s'interroger et nous interroger sur les politiques d'individuation à l'école et leurs effets. Voilà, Jean-Yves. Merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je voudrais commencer ici dans l'Académie de Toulouse par vous inviter à partager une petite pensée pour une collègue que certains d'entre vous ont connue soit dans cette académie, soit dans les académies de la région parisienne où elle a travaillé, qui était Bernadette de Morat-Orté, qui je crois aurait beaucoup aimé être ici. Voilà. À qui je voudrais dédier cette intervention. Voilà. Donc je dis une collègue parce que, ça a été rappelé, j'ai exercé la profession que vous exercez pendant une dizaine d'années et j'en garde non seulement un très bon souvenir, mais aussi je dois dire que cette expérience professionnelle dans une petite ville industrielle sinistrée déjà à l'époque, qu'il est encore plus aujourd'hui, il y a des collègues qui travaillent encore, qui est dans la salle, ça m'a beaucoup appris et ça a été très important pour la détermination de la suite de mon histoire, je suis un peu narratif, et de mes objets de recherche qui donc portent essentiellement sur effectivement la question du rapport au savoir et à l'école des enfants de milieux populaires, plus récemment sur les processus socio-scolaires de production de la difficulté ou des inégalités scolaires, sociales ou sexuelles, sur les politiques d'éducation prioritaire, et qui sont guidés quand même par ce constat majeur, et je vais peut-être vous inviter à faire un petit pas de côté du côté d'approche sociologique pour réfléchir sur la thématique qu'on m'a demandé de traiter, qui sont guidés quand même par ce constat récurrent que la France est un des pays dont le système éducatif est le plus socialement inégalitaire et meurtrier, puisque vous savez sans doute que c'est un des pays de l'OCDE, je crois que c'est le deuxième, où le poids des inégalités sociales sur les inégalités scolaires est le plus important. Voilà. Et l'exercice du métier de conseiller d'orientation dans cette ville industrielle sinistrée, on pourrait dire, m'a beaucoup servi parce qu'elle m'a contraint à elle m'a confronté, on peut dire sans échappatoire possible, au poids des déterminants sociaux, des processus sociaux, des rapports sociaux dans la production des performances, des expériences, des parcours scolaires, des rapports à l'école, etc., sans pour autant permettre de diluer ce caractère singulier de chaque histoire, de chaque expérience scolaire dans des régularités statistiques. Et qu'elle donc, nous oblige, je crois, je m'autorise à vous englober dans ce constat, à nous mouvoir dans un espace de travail où les lois, entre guillemets, sociologiques peuvent paraître se diluer dans l'extrême pluralité des lignées, des biographies, des individualités. Vous avez noté que je n'ai pas dit des individus. Mais où la psychologie seule, et particulièrement la psychologie que j'appellerais individualiste, je m'en expliquerai, ne saurait permettre de donner du sens à ces histoires et ces destinées individuelles sans en penser les rapports avec les structures et les rapports sociaux. Et donc, si je parle de cette expérience-là, ce n'est pas simplement pour dire je fais un peu partie de la famille, mais c'est aussi pour dire qu'un de mes objets de travail, au-delà des objets de travail empiriques que j'ai évoqués, objets de travail théorique, c'est d'essayer de travailler à faire dialoguer les disciplines scientifiques, on pourrait dire entre guillemets, qui s'occupent du social, du sociologique, et celles qui s'occupent du psychisme, et de peut-être renouer avec une tradition française qui a existé quand même très fortement
dans les années d'entre-deux-guerres et qui malheureusement est quand même très peu fréquenté encore aujourd'hui, où on pourrait s'interroger, c'est ce que j'essaie de faire avec vous. Je reprendrai la formule de Marcel Mauss, gendre de Durkheim, anthropologue, président en 1924 de la Société française de psychologie, et qui disait qu'il était important de travailler, je cite, sur les questions posées et les services rendus entre psychologie et sociologie. C'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, autour de cette thématique de l'individualisation des politiques éducatives. Donc j'avais appelé, moins sur les effets que sur les questions, j'avais sous-titré « Concepts, débats et controverses », qui sont aujourd'hui extrêmement prégnantes, puisqu'on assiste ces dernières décennies à une montée très très importante des thématiques, des rhétoriques de l'individualisation, de la personnalisation, de la différenciation. Vous connaissez tous ces termes qui sont, d'un usage d'autant plus extensif qu'ils sont rarement définis conceptuellement. Et donc on a tout un univers sémantique, et sémantique en général bien plus que conceptuel, autour de l'idée d'apparent bon sens, de la nécessaire adaptation de l'institution scolaire à ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité des élèves ou de leurs caractéristiques, et à une profusion de termes et de thèmes censés permettre d'appréhender cette diversité et les différentes caractéristiques des élèves auxquels il faudrait s'adapter. Alors vous avez le choix, les rythmes, les talents, les intérêts, les besoins, les aptitudes, les motivations, les profils cognitifs, les formes d'intelligence, les intelligences même, avec en mobilisant Gardner, les intelligences multiples, donc toute une série de choses qui, me semble-t-il, font l'objet d'un apparent bon sens dont je voudrais un peu interroger les logiques, et qui sont souvent solidaires de thématiques en termes de politique éducative. Alors, soit, on en a des exemples, l'idée qu'il faudrait recentrer le système éducatif et ses modes de fonctionnement sur l'élève, voire sur l'enfant, voire sur les enfants, je reviendrai sur cette distinction, et qu'il faudrait donc diversifier les voies, les modes d'expression et de valorisation de soi, les voies de réussite ou d'excellence, qui permettraient à chacun de donner la pleine mesure de ses talents et de ses caractéristiques. Alors, quelques exemples de cette rhétorique dans les textes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette rhétorique qui a été portée par ce qu'on pourrait appeler un discours pédagogique, sur lequel je vais revenir, non sans glissement et sans travail, est aujourd'hui devenue une catégorie de l'action publique, c'est-à-dire guide des textes réglementaires, des dispositifs, des politiques publiques et des rapports officiels. Alors, je vais vous donner quelques exemples, quelques citations. Alors, je ne vous donnerai pas les auteurs tout de suite, comme ça on va peut-être pouvoir faire un petit jeu de quiz. Mais première citation, même auteur, même si c'est produit d'un rapport collectif. Les enfants sont différents dans leur talent, leur capacité, le rythme de leur progression, les ressorts de leur motivation, leur maturité. Et là, on a tout le champ. Pourtant, l'école aujourd'hui ne prend pas au compte ou mal cette diversité. Le déroulé du programme, le rythme auquel chaque élève est censé se l'approprier, l'organisation de la classe sont pour l'essentiel uniformes pour tous les élèves. Contre cela, il faut, je réouvre les guillemets, adopter une démarche opposée et personnaliser l'organisation de l'enseignement pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque enfant. Sous la même plume, la réussite scolaire peut aussi être définie en termes d'égalité des chances. L'expression du mérite et du talent des élèves ne doit pas être freinée par l'inégale qualité des établissements scolaires qui viendraient renforcer et redoubler les inégalités sociales. J'insiste, l'expression du mérite et du talent. L'expression. Je reviendrai sur ce terme. Toujours sur le même auteur. Chaque élève doit pouvoir trouver sa voie de réussite en permettant à chaque jeune, une fois le socle commun des indispensables maîtrisés, d'approfondir et de choisir des enseignements en fonction de ses intérêts et de ses aptitudes. L'école l'aidera à découvrir son terrain d'élection
là vous êtes évidemment en première ligne pour ça, celui où il démontre un talent particulier qui l'amène au meilleur de lui-même. C'est là le moyen de mieux valoriser les aptitudes de chacun, la variété des parcours, la diversité des qualifications et des voies de réussite dont notre pays a besoin. Je ne vous donne pas l'auteur tout de suite. Peut-être certains ont reconnu. Autre citation plus courte, mais vous allez voir qu'on est dans le même esprit, ce n'est pas la même époque. Parce que le décrocheur est avant tout un décroché, c'est sur le décrochage, il convient de systématiser l'accompagnement personnalisé auprès des jeunes repérés et d'offrir des parcours diversifiés, adaptés aux goûts et aux aptitudes de chacun, à travers, par exemple, la modularisation des enseignements et la capitalisation des acquis. Terme nouveau par rapport repéré. Dernière citation. 2 citations du même auteur. Après la révolution de la démocratisation qui, voilà 30 ans en France, avait relevé le défi de la quantité et de la diversité en accueillant tous les enfants dans le second degré, nous avons lancé celle de la personnalisation pour mener chaque élève à la réussite et relever le défi de la qualité. Notre objectif est simple, améliorer les résultats de chaque élève, réaffirmer notre pacte républicain en élargissant et diversifiant nos élites. Comment ? En travaillant au plus près des besoins de chaque élève, en élaborant avec lui son parcours de réussite et d'insertion. Pour cela, il faut agir dans tous les domaines, accorder davantage de liberté aux acteurs éducatifs afin qu'ils mettent en œuvre la pédagogie la mieux adaptée à chacun. Le même auteur, quelques mois avant, disait, une interview à France Inter, « Personnaliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une classe aujourd'hui, vous avez à détecter les 5 élèves qui ont du potentiel et qui doivent aller loin, qu'on doit porter le plus loin possible dans le système éducatif. Moi, je crois en l'excellence, je crois au mérite républicain. » Alors, un petit florilège, mais on pourrait multiplier les citations de cet ordre, et je vais essayer de dire pourquoi elles me paraissent intéressantes à interroger. Premier auteur, c'est Claude Tellot, le rapport Tellot de 2004. Voilà. Et Tellot n'est pas un suppôt du libéralisme, qu'on a évoqué ce matin. La deuxième citation était un extrait du rapport de synthèse de la consultation 2014 sur la refondation de l'école. Et le troisième auteur qui nous dit qu'après la révolution de la démocratisation vient la révolution de l'individualisation, c'était Luc Chatel. Donc vous voyez que selon les périodes et éventuellement selon, puisque mon propos n'est pas là, la succession des ministères, on a l'affirmation d'une rhétorique quand même très très forte, selon laquelle voilà, l'école la plus efficace et la plus démocratique, peut-être pas la plus démocratisante, serait l'école qui proposerait les solutions les plus différenciées, les plus diversifiées en fonction des caractéristiques de chaque individu que sont les élèves, avec au choix les talents, les aptitudes, etc. Je ne refais pas ma liste de tout à l'heure. Et évidemment, cette rhétorique s'accompagne, vous le savez mieux que moi professionnellement, de la multiplication de dispositifs, souvent d'ailleurs proposés en marge des temps et des parcours scolaires ordinaires, voire même de l'institution scolaire, et qui sont donc censés proposer un accompagnement, une remédiation, une réussite, une prise en charge individualisée, personnalisée, différenciée. Donc, encore, on retrouve toutes ces choses-là. Vous les connaissez, alors les PPRE, les projets personnalisés de scolarisation. Enfin, il y en a toute une multiplication où le terme P sur personnalisation est tout à fait important. Au passage, on note quand même que dans cette profusion de textes réglementaires ou comment dire, je vais dire pédagogiques, mais pas au bon sens du terme, quoi. Les termes qu'on utilise sont assez rarement définis.
les talents, les aptitudes, les intérêts, la personne, la personnalisation, tout ça est souvent utilisé, les termes sont souvent utilisés les uns pour les autres et sont rarement définis. Et donc, on voit souvent, et c'est pour ça que j'ai pris la citation de Luc Chatel, cette rhétorique de l'individualisation se substituer, voire même effacer la question de la démocratisation et la question de la diversité, effacer la question de la lutte contre les inégalités. J'y reviendrai. Je ne vous refais pas la citation de Luc Chatel, voilà, mais c'est après la révolution de la démocratisation, serait-elle achevée, tiens, je n'avais pas vu, vient le temps de l'individualisation. On voit bien quand même qu'on a un champ sémantique et rhétorique qui est tout à fait concurrent, en fait. Et dans le même temps, si on regarde les statistiques, on assiste à une inflation du recours aux professionnels du soin et de la santé et à un processus croissant sur lequel ont travaillé plusieurs collègues sociologues, entre autres Wilfried Ligné d'un côté, Stanislas Morel de l'autre, j'y reviendrai tout à l'heure, un processus croissant de médicalisation, voire de biologisation de la performance, de la difficulté, voire de l'inégalité scolaire. Et je crois qu'on a là une évolution très importante de l'approche dominante des questions de performance ou de difficulté ou de réussite scolaire ou d'inégalité scolaire, qui approche dominante qui dans le débat social des années 70-80 était massivement d'inspiration sociologique avec l'influence des travaux de sociologie critique. On a évoqué Bourdieu ce matin avec Roland Gori. Interroger les rapports sociaux dans et hors l'école et le fonctionnement élitaire et socialement privilégiant du système éducatif, et que, alors, point de vue tout à fait important, mais qui avait ses insuffisances, au sens où les travaux de sociologie critique de ces années-là ne travaillaient peu à élucider les processus concrets de production de l'inégalité scolaire, mais aussi des exceptions aux régularités statistiques que l'on observe dans l'ordinaire des processus de socialisation scolaire et non scolaire. En revanche, on a aujourd'hui on pourrait dire, le retour à la domination d'une approche que je considère très individualisante et dont j'essaierai de vous montrer qu'il n'est pas sûr que cette individualisation serve les individus, que cette individualisation contribue au développement des sujets. Donc une optique très individualisante qui ferait de l'échec, mais également de la réussite ou de la difficulté scolaire. Alors la résultante pour l'échec ou la difficulté de défaillance ou de dysfonctionnement, mais pour l'échec ou pour la réussite, la résultante de caractéristiques individuelles d'élèves singuliers, et ces caractéristiques relèveraient de dispositifs d'accompagnement ou de diagnostic personnalisés, souvent pensés en marge, voire en dehors de l'interrogation ou du retour sur le fonctionnement ordinaire de l'institution scolaire, voire sur le fonctionnement ordinaire d'une formation sociale, mais il en a été question ce matin, je ne vais pas y en venir. Donc cette évolution se nourrit sans doute des insuffisances de la période précédente de domination de paradigmes sociologiques très macro-structuraux, insuffisance autant conceptuelle que pratique, qu'empirique, voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas inversé, tordu le bâton dans l'autre sens, et que ni la cause des individus, ni la cause de la démocratisation y gagnent toujours, et je viens de proférer un euphémisme parce que je suis absolument convaincu du contraire. Alors, pour réfléchir à ça, je pense que ça vaut la peine de revenir un peu... je fais garder du temps, Oui, je suis. Parce que je me connais. Alors, revenir un petit peu sur les amont de cette chose-là. Alors, on a des amont tout à fait importants qui mériteraient d'être étudiés de manière plus précise que ce que je vais pouvoir faire dans une critique déjà très ancienne du caractère uniformisant ou adultocentrique des systèmes éducatifs, voire des conceptions de l'enfance et du développement, et qui insiste sur la nécessité
de prise en considération de ce qu'est le développement de l'enfant. Ce n'est pas forcément d'ailleurs de dire la même chose que de dire ce qu'est l'enfant, hein, de dire ce que le développement de l'enfant est, que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Bon, mais cette chose relativement ancienne, et évidemment tout à fait légitime, de critique donc, de l'adultocentrisme du système éducatif, peut s'inverser, et c'est largement inversé, sous certaines plumes, et je crois aujourd'hui dans l'idéologie contemporaine, dans, on pourrait dire, le face du pile de la même pièce de Monet, peut-être de fausse Monet, dans ce que j'appelle une logique très puérocentrique, l'idée de l'enfant au centre. Alors, quelques exemples de ce point de vue-là, et qui passe, me semble-t-il, franchit assez vite le pas de la nécessité de prise en considération du développement de l'enfant et de ses contraintes et de ses spécificités à une sorte de mythologie de l'enfance. Et au passage, je vous rappelle que les grands psychologues du développement, qui étaient aussi bien Piaget, Vallon que Vygotsky, qui sont quand même trois figures qui comptent pour un, ne se sont jamais définis comme des psychologues de l'enfant, ou même de l'enfance, mais comme des psychologues du développement. Et vous avez sans doute tous en tête un texte très célèbre de Piaget où il dit voilà, la psychologie de l'enfant est une voie vers la psychologie générale. Position partagée par chacun des trois grands auteurs que je viens d'évoquer, quelle que soit leur différence. Allez, mythologie de l'enfance, je vais une seule citation, dans le courant qu'on appelle sans doute de manière trop punitaire et trop globalisante de l'éducation nouvelle, grand auteur de l'éducation nouvelle, Roger Cousinet, 1950, je cite. Vous verrez, c'est très typique de cette attitude. Il est nécessaire d'adopter à l'égard de l'enfant une attitude d'attente, de patience, attitude de la main délicate qui n'ose ni ouvrir un bouton de fleur, ni déranger le bébé au cours de ses premières expériences, ni aussi bien l'écolier au cours de ses premiers travaux. Nous, adultes, avons tout à gagner à laisser le plus longtemps possible l'enfant dans cet état d'innocence première et à nous baigner nous-mêmes aux sources de cette innocence, au lieu de vouloir à tout prix le former à notre image qui ne mérite pas de servir de modèle. Et ce même auteur ajoute, donc c'est la citation que je viens de faire, 1950, vous voyez, où c'est pas simplement l'idée de respect de l'enfance au sens de développement spontané sur lequel il faudrait s'abstenir d'intervenir, hein, mais c'est aussi l'idée qu'il nous faudrait nous baigner nous-mêmes aux sources de cette innocence, c'est-à-dire l'enfance. L'origine, c'est la salvation de l'avenir de la société adulte. Le même auteur, toujours Roger Cousinet, qui mérite mieux que le procès que je lui fais, hein, que les choses soient claires. Hein, mais voilà, sinon, on serait encore là ce soir à 8h. Écrit en 1967, voilà, je cite, « Ce n'est plus à la transformation, mais à la disparition de l'enseignement que la psychologie de l'enfant conduit. » Vous voyez qu'on a là l'idée d'une nature de l'enfant, hein, qu'aucune institution ne devrait venir altérer, et au respect de laquelle l'école unique ou même la mise en œuvre d'un curriculum ou d'un cursus commun ne pourrait que nuire. Et cette idée s'est largement diffusée. Alors, cette idée ne faisait évidemment pas consensus au sein des courants de l'éducation nouvelle. Vallon, que j'évoquais tout à l'heure, était extrêmement critique, de manière très virulente, contre cette idée de retrait du maître, de disparition de l'enseignement, évidemment, mais parce qu'il n'avait pas la même conception du développement de l'enfant, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc cette thématique s'est largement diffusée dans l'idéologie dans les années 70, et en particulier, la première thématique par laquelle elle s'est diffusée, c'est massivement la diffusion de travaux ou de réflexions sur lesquels on pourrait discuter de type chronobiologie ou chronopsychologie de l'enfant, avec la thématique des rythmes de l'enfant, du respect des rythmes de l'enfant, sur lesquels on pourrait revenir, mais qui font souvent bon marché. Par exemple, des travaux aujourd'hui massivement ignorés de Paul Frey sur la psychologie du temps. Ce n'est
pas la psychologie du rythme, et qu'on confond souvent allègrement temps et rythme. Je referme la parenthèse. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que dans cette période-là, et à travers cette thématique des rythmes de l'enfant, et aujourd'hui à travers bien d'autres thématiques, ce qui se diffuse, c'est le passage d'une rhétorique, aussi discutable soit-elle, telle que les propos que je viens d'évoquer de Roger Cuisinet, mais d'une rhétorique qui concerne l'enfance comme catégorie générique, à une même rhétorique qui concerne chaque enfant comme nature particulière. Et donc un discours normatif s'appliquant donc à chaque enfant comme nature particulière et à l'ensemble des enfants, à la diversité desquels il faudrait que l'offre éducative et les pratiques professionnelles des agents scolaires s'adaptent en se différenciant. C'est-à-dire qu'on a une conception naturaliste de l'enfance qui se transporte de l'enfance vers chaque enfant. Et cette thématique va, me semble-t-il, va se déployer, elle se déploie aujourd'hui massivement autour de tous les termes que j'ai évoqués tout à l'heure, auxquels j'en ajouterai d'autres tout à l'heure, quitte éventuellement à susciter du débat ou de la controverse ou du désaccord, mais ce n'est pas un problème qu'on ne soit pas forcément d'accord. Donc ce passage d'une rhétorique naturalisante de l'enfance vers une conception naturalisante de chaque enfant va, en quelque sorte, permettre une sorte d'alliance entre conception puérocentrique, c'est la nature de l'enfant de l'enfant comme catégorie générique, qui devrait déterminer le fonctionnement des institutions éducatives. Donc, alliance entre cette conception puérocentrique et des idéologies néolibérales en matière de politique éducative, qui se noue donc autour du thème de la diversité des élèves, dont le principal syndicat enseignant du primaire écrivait en 1976, c'est pas si vieux, la diversité des enfants constitue une réalité biologique fondamentale pour justifier la diversité des rythmes, etc. On en trouve une illustration plus récente, on peut en trouver des tas, j'en ai trouvé une dans la préparation d'un texte que je présentais à Prague il y a quelques mois, et donc je l'ai pris dans la présentation de ce qui s'appelait la Prague Summer School on Education, donc organisée avec le soutien de la Commission européenne, et qui disait ceci, je cite, présenté comme une évidence l'affirmation suivante, je vous la fais en français, c'est écrit en anglais, mais je vous traduis, voilà, parce que mon accent anglais est tellement épouvantable. L'approche organique de l'éducation, que cette conférence vise à promouvoir, est basée sur l'affirmation que le propos essentiel de l'éducation est de fournir les conditions dans lesquelles les talents et les capacités individuelles peuvent s'épanouir. L'enjeu, ici, est de reconnaître ces talents et d'identifier les conditions nécessaires pour leur épanouissement. Approche organique de l'éducation. Et on voit bien à travers cela comment, j'y reviendrai, je vais le dire un petit peu de manière polémique, voilà, sur le terrain de la naturalisation, non seulement de l'enfance, mais de chaque enfant, on pourrait dire, d'une certaine manière, l'idéologie des neurosciences, je dis bien l'idéologie des neurosciences et pas les neurosciences, ou pas forcément les neurosciences, et a aujourd'hui pris le relais d'une certaine psychologie ou d'une certaine conception de l'éducation que j'évoquais tout à l'heure. On peut voir un autre amont dans cette question-là, qui est du côté de la critique de l'institution scolaire. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette rhétorique retourne contre elle les armes de la critique. Dans les travaux de sociologie critique que j'évoquais tout à l'heure, et en particulier dans le travail de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, qui vous connaissez tous un minimum, qui est selon l'idée que, développé par Bourdieu et Passeron dès 70, dès la reproduction, peu documentée à l'époque, mais aujourd'hui
assez massivement documentée, selon laquelle c'est en quelque sorte l'indifférence aux différences du système éducatif qui serait un des processus majeurs par lequel se produit l'inégalité scolaire, ou en d'autres termes, là je cite Bourdieu et Passeron, l'égalité formelle qui règle la pratique pédagogique et l'indifférence à l'égard des inégalités réelles devant l'enseignement et devant la culture enseignée, ou plus exactement exigée. Et voilà, ce que Bourdieu et Passeron écrivaient à l'époque, je cite à nouveau, en ne donnant pas explicitement ce qu'il exige, le système d'enseignement exige uniformément de tous ceux qui l'accueillent qu'ils aient ce qu'ils ne donnent pas. Grosso modo, le système éducatif fonctionne par délit d'initié, en demandant aux élèves d'être à même de mettre en œuvre pour faire vite, je vais dire, des rapports à l'école, au savoir, au langage, dont ils ne disposent pas tous et qu'ils ne travaillent pas, voire qu'ils ne savent pas nécessairement qu'il est nécessaire de travailler à en doter ceux qui n'en disposent pas. Je pourrais donner un exemple. Et, voilà, et évidemment, ces travaux ont été massivement vulgarisés et on pourrait dire ont pu inspirer un certain nombre de dispositifs politiques, peut-être la politique d'éducation prioritaire sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Jean-Claude Passeron a pu écrire que la création des ZEP était un écho de ce travail qu'il avait accompli avec Pierre Bourdieu, mais également l'idée de pédagogie différenciée, de différenciation de la pédagogie. Si ce n'est, et là ça mérite, me semble-t-il, d'inventorier les questions et les résultats de recherche sur cette question-là, que pédagogie différenciée est massivement interprétée comme pédagogie individualisée, et que les questions qui sont peu souvent travaillées dans une problématique, qui est toujours celle à laquelle je me situe, de démocratisation de l'accès au savoir et à son exercice critique, donc de démocratisation de l'école, la question que pose la thématique de la différenciation pédagogique, c'est quelles sont les différences dans les modes de rapport à l'école et au savoir des élèves, dont l'ignorance ou éventuellement la ressaisie par le fonctionnement du système éducatif est producteur d'inégalités sociales ou sexuelles, et quels sont les modes de différenciation qui sont susceptibles d'éviter que ces différences ne se transforment en inégalités scolaires. Or, cette réflexion-là, elle n'est pas, loin de là, ni au centre des publications et des réflexions sur la pédagogie différenciée, de mon point de vue, ni au centre, pendant très longtemps, j'y reviendrai, de ce qu'a été la politique d'éducation prioritaire et ses avatars, qui ont, pour une large part, et un certain nombre de rapports de l'inspection générale le montrent, ont plus travaillé à contourner la question de la difficulté scolaire qu'à l'affronter de fait. Et donc, on peut penser que cette question et cette prise en considération de la diffusion, voire de la vulgate des travaux de sociologie critique, ont plus nourri, liés aux évolutions que j'évoquais tout à l'heure, sur l'individualisation, la naturalisation de l'enfance, ont nourri des logiques plus d'innovation que de démocratisation. Et si vous regardez, soyez attentifs à l'occurrence des termes dans les textes réglementaires, et vous verrez que les termes innovation, modernisation sont aujourd'hui 10 fois, voire 50 fois plus fréquents que le terme démocratisation, même si le terme est revenu ces dernières années. Et on voit bien, et je pourrais l'argumenter dans le débat si nécessaire, combien aussi bien une bonne partie de la mise en œuvre de la politique d'éducation prioritaire et de la rhétorique des projets pédagogiques qu'une large part de logique de différenciation pédagogique ont oscillé entre, d'un côté, des modes d'innovation pour une large part pensés sur le rapport à l'école des enfants de classe moyenne,
j'y vais un peu à la serpe, mais je pourrais argumenter, et de l'autre côté, des modes de différenciation, non pas des modes de fonctionnement pédagogique, mais des modes de différenciation des exigences à l'égard des élèves. Et on a aujourd'hui, là encore je pourrais l'argumenter, on constate d'une manière très très importante que les élèves les plus en difficulté sont confrontés à des exigences d'apprentissage de plus en plus minorées et à des qualités d'offres éducatives dans des établissements de plus en plus ségrégés, des qualités de plus en plus problématiques. On pourra y revenir. Pour le moment, j'y vais un peu à la serpe, mais je peux évidemment nourrir ça. Alors, et donc on a là des amont qui, me semble-t-il, font qu'on a des choses tout à fait intéressantes et sur lesquelles il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, interrogeant le mode de fonctionnement du système éducatif à la fois du point de vue de la possible maltraitance qu'un point de vue adultocentrique peut produire chez les enfants, et du point de vue de son fonctionnement socialement privilégiant et inégalitaire, mais qui donne de telles vulgates qu'il n'est pas sûr du tout que certains tenants de l'éducation nouvelle ou que Bourdieu y retrouvent leurs petits au regard de ce qu'ils souhaitaient analyser et éventuellement promouvoir. Alors, ce qui a changé ces dernières années, c'est que cette question de l'individualisation est devenue une catégorie de l'action publique en matière éducative, comme dans d'autres secteurs. Dans le secteur du traitement du chômage, ça a précédé, du travail du traitement du chômage. Je vais en prendre quelques exemples, je ne peux pas tout prendre, mais je vais en prendre quelques-uns. Le premier, c'est celui qui m'est tout à fait familier, c'est l'évolution des conceptions même des politiques d'éducation prioritaire en France et en Europe. Alors je m'appuie là-dessus sur un travail comparatif qu'on a mené avec des collègues sur ce type de politique dans 8 pays européens. Excusez-moi, mais il fait très chaud. Et nous avons pu montrer que c'est depuis leur origine, dans les années 75-80, 70-80, d'abord en Angleterre et puis assez vite en France, ce type de politique ont connu 3 âges successifs, dont l'un ne chasse pas l'autre, mais vient fortement concurrencer ou minorer l'autre. À l'origine, ces politiques se fondent dans une optique, on pourrait dire, où se conjuguent compensation et visée de transformation du fonctionnement du système éducatif. Si vous relisez les circulaires de fondation de la politique d'éducation prioritaire, on en a fêté les 35 ans le 1er juillet de cette année, la première circulaire de 1er juillet 81 et la deuxième circulaire de décembre 81, sous la plume d'Alain Savary et évidemment des membres de son cabinet. Les ministres ne tiennent pas toujours entièrement toute la plume pour les circulaires. Voilà. L'objectif clairement affirmé, c'est la démocratisation de la réussite scolaire et avec une optique à la fois de compensation, où il s'agit de renforcer, à partir du constat que l'égalité d'accès ne suffit pas, donc la généralisation de l'accès au collège ne suffit pas à garantir l'égalité de réussite et que les inégalités sociales se sont différées dans le temps. Donc l'objectif est l'idée de compenser par un renforcement de l'action, des moyens et de la pertinence sociale de l'institution scolaire, les déficits ou les carences dont souffriraient les élèves qui ne peuvent tirer profit de l'offre scolaire telle qu'elle existe. Donc on a clairement une optique compensatoire visant la lutte contre les inégalités scolaires et qui fait débat dans les années 70-80 lorsque certains sociologues, mais aussi des psychologues, alarment sur le fait que concevoir les élèves ou les familles de milieux populaires uniquement sous l'angle du déficit risque d'être doublement problématique, à la fois parce que pouvant dédouaner le fonctionnement du système éducatif de sa part dans la production de l'inégalité scolaire
et parce que ne permettait pas forcément la mobilisation sociale et scolaire des familles qu'on caractérise comme carentes, des élèves. Et donc on a néanmoins, donc dans ce débat, le débat il est porté en Angleterre par un sociologue très important qui s'appelle Basil Bernstein, et en France par une sociologue non moins importante, même si on l'oublie peut-être un peu aujourd'hui, qui est Viviane Isambert-Giamatti, qui dès 1973 publie dans l'OSP un article de critique de l'idéologie de la compensation. Et toujours est-il que, voilà, et cette idée est que pour pouvoir compenser, il faut transformer le fonctionnement du système éducatif. Et le premier âge de ces politiques d'éducation prioritaire est clairement une optique de réduction des inégalités et de transformation du système éducatif, avec l'idée que si on trouve les moyens de traiter la difficulté et l'inégalité scolaire là où elles sont les plus vives, les plus fortes et les plus concentrées, à savoir les 380 ZEP initiales du début des années 80, alors on aura des voies de transformation du système éducatif pour tous. Et c'est l'idée que portent à l'époque des collègues d'une équipe de recherche qui s'appelle le CRESAS, qui est un des rares lieux où dans les années 80 continue à s'interroger et à s'enrichir mutuellement, approche sociologique et approche psychologique. Donc ces collègues parlaient de la nécessité que l'éducation prioritaire soit le laboratoire du changement social en éducation. On est assez vite passé dans ces politiques, alors pas simplement en France, mais dans l'ensemble des pays européens qui sont venus à ce type de politique dans les années 70, à un deuxième âge où, au nom de l'équité et de la lutte contre l'exclusion, on a en bonne partie recentré ce type de politique et les efforts et la manière dont on les conçoit autour d'une double thématique, la thématique de la garantie du minimum pour les uns et la thématique de la prévention des risques. Alors je vais un peu vite, mais ce qui est tout à fait évident, c'est que la thématique de l'équité qui était portée conceptuellement comme critique de la question de l'égalité formelle, au nom de « il ne suffit pas d'une égalité d'accès, il ne suffit pas d'une égalité de traitement pour avoir une égalité de réussite ». Au passage, on évoquait ce matin certains courants marxistes, la critique de l'égalité formelle au nom de l'égalité réelle n'avait pas nécessairement besoin du mot équité pour ça, mais peu importe. Mais ce qui est tout à fait important, c'est que cette rhétorique de l'équité visant à l'égalité de réussite, c'est très massivement focalisé sur l'idée de minimum, et les élaborations politiques, en particulier au niveau européen, ont introduit et stabilisé, on pourrait dire, la thématique et les objectifs réglementaires de socle commun de compétences clés. Vous avez toute une production européenne tout à fait importante qui donne lieu en France à la thématique du socle commun de compétences et de connaissances, qui est devenu socle commun de compétences et de culture, dont aucun enfant ne devrait ne pas être doté à la sortie du système éducatif. Alors, visée qui est évidemment pas du tout, que je ne critique pas en soi, qui est tout à fait importante, pas plus que l'idée le fait qu'il existe un SMIC, qu'il existe encore un SMIC, est un acquis social, et si on obtient que tous les élèves puissent être dotés de ce socle minimum, alors que c'est loin d'être le cas aujourd'hui, ce sera évidemment un progrès considérable. Ça pose néanmoins deux questions. La première, c'est évidemment comment on définit ce socle commun de compétences. Je n'y reviens pas, ce n'est pas l'objet du débat. Mais la deuxième, c'est que, à supposer qu'on parvienne, et ce serait un progrès considérable pour les élèves concernés, à ce que tous en soient dotés, ça ne garantit pas pour autant que les inégalités sociales ne perdurent pas, voire ne s'accroissent pas. Et les dernières données, alors on attend les résultats de PISA dans quelques mois, de PISA, je ne sais plus que 2015, voilà, c'est ça. Les dernières données des enquêtes nationales et internationales montrent que non seulement le socle commun est loin d'être atteint,
mais que le sort et les performances scolaires, entre guillemets, des élèves les plus faibles ne cessent de se dégrader depuis le début du XXIe siècle. Donc on n'est pas simplement un pays où le poids de l'inégalité sociale sur l'inégalité scolaire est le plus fort, mais un pays dans lequel la situation des élèves les plus faibles se dégrade de manière continue. Et là, on a au moins 4 études qui le montrent, 2 enquêtes internationales, 2 enquêtes nationales. Et donc, on voit bien que la thématique de l'équité conjuguée à la thématique de la lutte contre l'exclusion va reconcentrer un certain nombre d'objectifs de la politique d'éducation prioritaire vers la garantie du minimum et vers le traitement de toute une série de comportements associés à l'exclusion ou au sentiment d'exclusion scolaire. Et c'est la période où on va voir se multiplier toute une série de dispositifs que vous connaissez et dans lesquels vous intervenez, de prévention ou de dépistage, alors du décrochage, de la délinquance, de la violence en milieu scolaire, voilà, avec cette période-là est une période de profusion de plans dont l'un chasse l'autre sans jamais que l'autre ait été évalué, d'évaluer au vrai sens du terme, pas au sens qu'évoquait Roland Gori ce matin. Voilà. Et on voit bien qu'on a là une politique éducative qui va se concentrer pour les uns sur la question de lutter contre l'exclusion par la garantie du minimal et faute de pouvoir garantir du minimum, et faute de pouvoir garantir le minimum vers le traitement des symptômes liés à l'exclusion, au sentiment de l'exclusion, mais il n'est pas sûr que traiter le symptôme soit traiter le mal. Traiter la maladie. Quoi qu'il en soit, on voit émerger dans ce deuxième âge non seulement la thématique de l'équité, mais la thématique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, d'élèves à risque ou de population à risque. Élèves à risque de décrochage, élèves à risque de délinquance, etc., qui, j'y reviendrai tout à l'heure, va donner lieu à des entreprises de dépistage ou à des pensées épidémiologiques extrêmement fortes. Je crois savoir que l'origine des appels est liée à un amont qui s'appelait le pas de zéro de conduite, voilà, et qui était lié à un rapport de l'INSERM disant qu'il faut dépister dès 3 ans les élèves susceptibles de violence ou de décrochage. Je reviendrai sur cette méta-catégorie d'élèves ou de population à risque. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que les politiques d'éducation prioritaire vont connaître un troisième âge, y compris en France, qui, par l'intermédiaire de cette méta-catégorie élèves à risque, qui fait glisser d'un ciblage sur des territoires vers un ciblage sur des populations ou des individus, va donner lieu à un troisième âge des politiques d'éducation prioritaire, alors extrêmement vivace dans d'autres pays que le nôtre, que sont en particulier la Grande-Bretagne, mais aussi les les pays de l'ex-Europe de l'Est, qui sont venus plus tardivement à ce type de politique, où ce troisième âge va se marquer massivement par un recul du mode de ciblage territorial et de la cohérence qu'avait le mode de ciblage de ces politiques entre des territoires, des établissements et des catégories sociales de population, au profit d'une logique de ciblage ciblant des populations, voire des élèves, et on va voir se multiplier dans ce que j'appelle donc le troisième âge des ZEP, des catégories d'élèves ciblés ou des catégories de problèmes supposés être traités. Alors je vous en donne la liste telle qu'on peut les trouver de manière très symptomatique dans les deux pays qui ont été à la pointe de cette affaire-là, l'Angleterre et la République tchèque. Donc aux catégories classiques ciblés par ce type de politique qu'étaient les élèves dits de milieux socialement défavorisés ou de minorités nationales, linguistiques, culturelles ou ethniques, etc.
les anglo-saxons en France on ne cible pas toujours, on ne catégorise pas forcément de la même manière, s'ajoutent dans ces deux pays, donc l'Angleterre et la République tchèque, de nombreux autres modes de ciblage ou de catégorisation. Alors j'en fais la liste. Enfants de réfugiés ou demandeurs d'asile, enfants malades, présentant des troubles spécifiques de l'apprentissage, ayant des besoins éducatifs spéciaux, je reviendrai sur cette deuxième métacatégorie tout à l'heure, élèves doués ou talentueux, gifted, talented pupils, je vais y revenir tout de suite, les garçons ou les filles selon les cas, c'est-à-dire tout élève en risque de désintérêt, d'abandon ou d'underachievement, c'est-à-dire de sous-réalisation de son potentiel. Alors, si on s'arrête un petit peu, et on voit, l'Angleterre est caractéristique de ce point de vue-là, parce qu'on voit une multiplication de dispositifs qui ciblent ces catégories d'élèves et qui sont à durée de vie de plus en plus courte, et qui, évidemment, étant à durée de vie très courte, sont inefficaces, et qui sont remplacés par d'autres dispositifs dans une espèce de course en avant. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est le caractère composite, voire hétéroclite de la liste que je viens de vous évoquer, et l'apparition dans les politiques d'éducation prioritaire d'une catégorie qui, jusque-là, était censée cibler des élèves caractérisés ou définis par un désavantage et qui vont introduire dans la liste des catégories ciblées une catégorie d'élèves supposée être définie non plus par un désavantage, mais par ce qui serait supposé être un avantage, les élèves supposés doués et talentueux. Gifted and talented pupils. Je passe sur le débat sur cette catégorie et sa pertinence scientifique, pour y revenir, voilà. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'émergence de cette catégorie dans les politiques d'éducation prioritaire et les politiques ciblées atteste un changement de conception de ces catégories, de ces politiques, qui ne sont plus des politiques, ou de moins en moins des politiques visant à la lutte contre les inégalités et au renforcement de l'action éducative et de sa pertinence sociale, mais de plus en plus pensées comme des politiques de maximisation des chances individuelles de réussite de chaque élève, compte tenu de ces caractéristiques, lesquelles peuvent être d'ordre social, biographique, biologique, si on accepte que les élèves dits gifted and talented pupils soient des catégories biologiques. Et donc, on a là une conception non plus d'inspiration de sociologie critique des politiques d'éducation prioritaire, mais massivement où se conjuguent théorie du capital humain et psychologie les plus individualistes. Et on en a un exemple tout à fait important en France, qui va être, alors deux exemples médiatiques, alors, qui ont une importance inégale. La première, c'est l'opération ZEP Sciences Po, dont je ne décolère pas quelle est cette audience médiatique, etc. Cette opération ZEP Sciences Po, c'est voilà, l'idée selon laquelle il y a dans les milieux populaires des élèves méritants à fort potentiel, et il convient, dans une optique méritocratique d'élargissement du recrutement social des élites, de les faire accéder à Sciences Po, et on nous fait croire qu'on démocratise Sciences Po ce faisant. Au passage, on n'a absolument pas démocratisé Sciences Po. Alors là, toutes les données, y compris... Il faut savoir que Sciences Po interdit à tout chercheur autre n'appartenant pas à Sciences Po d'enquêter là-dessus. Déjà, c'est une première chose. Mais même les enquêtes de Marco Berti, qui est un collègue de Sciences Po qui a enquêté là-dessus, montrent que Sciences Po n'a pas du tout été démocratisé, mais qu'au contraire, cet argument a servi à Sciences Po d'attirer beaucoup plus d'étudiants et de mieux se positionner sur le marché des institutions d'enseignement supérieur. Voilà. Et au passage, les conventions ZEP Sciences Po, alors je n'ai pas actualisé mes chiffres, mais entre les 10 premières années, ont concerné moins d'un élève de ZEP sur 1500. Ouais. Mais cette rhétorique-là a donné lieu à des choses qui, dans une période politique précédente, ont été présentées comme le prototype de ce que devait devenir la politique d'éducation prioritaire, c'est-à-dire les internats d'excellence. Avec la même idée selon laquelle
il y est peut-être encore plus renforcée, sur laquelle il y aurait dans les quartiers et les milieux populaires des élèves méritants, ayant un potentiel, vous voyez qu'on a des caractéristiques individuelles qui seraient gaspillées par leur environnement familial et leur environnement scolaire, et qu'on pourrait donc exfiltrer pour, à grand renfort de soutien budgétaire, parce que ça a coûté très cher, pouvoir être promu à l'excellence propre qui serait la leur. Oui, donc on a bien là une reconfiguration des politiques d'éducation prioritaire, mais qui, à mon sens, atteste d'une reconfiguration des politiques éducatives de manière générale, où ce qui devient prégnant, c'est l'idée selon laquelle l'institution scolaire serait sommée, pour être la plus efficace, pour permettre à chacun de donner la pleine mesure de lui-même, je vous rappelle les termes du rapport Tello que je citais tout à l'heure, de se différencier, voire de s'individualiser, pour coller au plus près de ce qu'est la nature de chaque individu, que serait chaque élève. Alors, la refondation de l'éducation prioritaire semble avoir renoué avec le premier âge de compensation et de transformation, mais néanmoins, la tentation de l'excellence et de permettre à chacun d'aller jusqu'au bout de son excellence propre n'a pas disparu, puisque vous savez qu'on a encore aujourd'hui un dispositif dit de parcours d'excellence, dont le pilotage est confié au directeur de Sciences Po Lille, et qui relève à peu près de la même problématique. On voit bien qu'on a des problématiques tout à fait concurrentes. Alors, 10 minutes, alors je vais aller vite. On retrouve la même chose et dans la manière dont, je ne vais pas pouvoir détailler, donc je vais être peut-être, je m'en excuse avant, un peu caricatural, d'individualisation, voire de naturalisation comme catégorie de l'action publique autour du fait que deviennent catégories de l'action publique des thématiques telles que celles des élèves dits intellectuellement précoces. Je vous invite, alors je n'ai pas le temps de détailler, à regarder l'ouvrage de Wilfrid Ligné qui s'appelle « La petite fabrique de l'intelligence », qui montre comment un lobby associatif massivement porté par des familles extrêmement socialement privilégiées a porté cette question-là au nom de la souffrance des élèves et a fait reconnaître cette thématique-là dans l'institution dans une optique visant essentiellement à maximiser l'intérêt particulier de leur enfant. On a la même thématique. Vous voyez que j'y vais un peu à la serpe, mais je vous renvoie au travail de Wilfrid Ligné, mais on pourrait détailler. On a le même type de logique à l'œuvre, me semble-t-il, dans la... Comment dire ? Et oui, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de vrai problème. Hein. Je suis en train d'essayer de réfléchir sur comment il y a des choses deviennent des catégories de l'action publique et estompent d'autres thématiques comme catégories de l'action publique. On a le même type de logique avec l'inflation, on pourrait dire, et là encore portée par des familles socialement très privilégiées, de tous les dispositifs visant à traiter ou à identifier ou à accompagner ce qu'on appelle les troubles spécifiques de l'apprentissage, ou avec ce que certains collègues appellent la galaxie des 10. Et vous savez que la Fédération des 10 est devenue un lobby extrêmement puissant auprès du ministère de l'Éducation nationale, qui vise à caractériser, au nom d'une caractéristique, alors, sur laquelle on peut d'ailleurs discuter, parce que dyslexie, dyscalculé, dysorthographie, on a une logique qui fait très vite d'un constat une catégorie étiologique, ce qui quand même ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes théoriques, scientifiques et épistémologiques. Voilà, mais je vais faire... Et donc on a un mouvement social, voilà, qui amène un certain nombre, d'une part, alors je vous invite à lire le travail de Stanislas Morel qui s'appelle « La médicalisation de l'échec scolaire », voilà,
une remise à jour un peu de cette thématique-là, qui montre à la fois que on a, de la part de certaines catégories de population privilégiées, un recours aux professionnels du soin et du diagnostic qui, permet de poser un diagnostic socialement plus acceptable que d'autres sur des difficultés d'apprentissage. Parce qu'un trouble spécifique de l'apprentissage, c'est socialement plus acceptable qu'un retard scolaire, voilà. Mais quel que soit le débat sur ce type de catégorie, mais surtout qui amène des logiques visant à produire et à imposer dans l'institution scolaire des dispositifs visant à maximiser, à rentabiliser au maximum l'intérêt privé de chaque enfant en fonction de ce qui est considéré comme une caractéristique individuelle, voire médicale, voire biologique. Et de ce point de vue-là, on a deux grandes métacatégories sur lesquelles je pense qu'il est absolument nécessaire de s'interroger et sociologiquement et conceptuellement, si j'ai encore un peu de temps, qui sont les deux métacatégories que j'évoquais tout à l'heure. La métacatégorie d'élèves ou de population à risque, pour laquelle on observe exactement le même glissement, où on glisse d'un raisonnement en termes statistiques de population, puisque ce type de raisonnement part d'une étude de phénomènes de corrélation statistique entre différentes variables caractérisant des individus et différents comportements, qui a sa légitimité évidemment en termes de connaissances, mais on passe avec sa catégorie d'élèves à risque ou d'individus à risque à un raisonnement qui porte sur des populations, à un raisonnement qui va porter sur des individus qui vont donc devenir à risque, et en fonction de leurs caractéristiques individuelles ou de leur comportement passé, dans une optique de dépistage ou de prévention, voire éventuellement de pacification, qui est rarement une logique d'élaboration. Et on voit cette rhétorique extrêmement forte sur des thématiques médicales, mais également sur des thématiques sociales, en particulier sur la question de la violence à l'école. Si vous regardez, beaucoup de travaux québécois aujourd'hui sont massivement inspirés, ou sur le décrochage scolaire, sont massivement inspirés de cette préoccupation, et donc avec l'idée que les risques, ils sont du côté des individus ou des populations, mais que ce ne sont pas des construits sociaux dans la rencontre entre des modes de socialisation non scolaires et des modes de socialisation scolaire concernant ces individus que sont les élèves, ces sujets que sont les élèves. Mais de la même manière, la catégorie d'élèves à besoins éducatifs spécifiques, qui est une métacatégorie, qui va... Et vous voyez, ces deux métacatégories ont, à mon sens, le grand désavantage d'unifier sous une même catégorie des phénomènes extrêmement différents et éventuellement de glisser du constat portant sur des populations ou sur un aval à un diagnostic portant sur des individus et sur un amont. Et la catégorie d'élèves à besoins spécifiques, qui, au départ, était pensée pour éviter les effets stigmatisants de l'étiquetage médical et de l'enseignement spécialisé. Si vous lisez les premiers travaux d'Armstrong et autres, etc., a été dissocié de cet objectif de désenclavement de l'enseignement spécialisé et du handicap et a favorisé, à l'inverse, l'imputation des difficultés, des modes d'expérience scolaire, mais y compris des réussites scolaires, à des caractéristiques individuelles en faisant en quelque sorte des questions sociales et des questions d'inégalité sociale une sorte de catégorie noyée ou ramenée au même registre que les registres de caractérisation individuelle, en quelque sorte en désociologisant ou peut-être en dépolitisant, voire en naturalisant la question de l'inégalité scolaire.
Et on voit bien que les professionnels du soin ou les professionnels de la psychologie sont invités massivement à intervenir là-dessus dans une logique qui a été évoquée ce matin et discutée, dans une logique qui est une logique de l'expertise. Une collègue évoquait ce matin l'inflation de demande de bilan, d'expertise, et on voudrait reconfigurer le travail des logiques portent à reconfigurer le travail qui est le vôtre sur une espèce de logique simpliste, relativement ancienne, mais avec des habits neufs, selon laquelle expertise plus conseil, accompagnement plus information égale décision, égale choix éclairé, etc. Et sur un modèle d'acteur rationnel, c'est à peu près la même chose. Mauvezin, 1923, si mes souvenirs sont bons, orienter professionnellement un enfant, c'est prendre la mesure de la cheville qu'il est pour trouver dans quel trou cette cheville s'adapte parfaitement. On est en une logique d'expertise qui, évidemment, ne laisse pas de place au narratif, on a évoqué ce matin, et donc à la production de sens et de signification sur une expérience, mais ne laisse pas de place non plus à l'historicité, c'est-à-dire au fait que demain n'est pas fait que de répétitions d'hier. Aussi bien historicité individuelle qu'historicité sociale du point de vue de la transformation des systèmes éducatifs. Et ça ne laisse pas de place non plus, évidemment, à penser les expériences individuelles et les biographies singulières des acteurs scolaires dans des cadres sociaux et institutionnels. Donc ça ne laisse pas de place à la conflictualité sociale et à l'analyse sociale de nos institutions et de nos formations sociales, pas plus que ça laisse de place à la conflictualité psychique, puisqu'évidemment, l'acteur rationnel, informé, est un acteur qui n'a pas de conflictualité psychique et qui n'a pas de contradiction. J'avais prévu de vous d'évoquer Robert Castel, je ne le ferai pas, simplement pour dire que ces questions-là, j'ai évoqué tout à l'heure que j'ai abordé jusqu'ici pour une large part à partir d'analyses sociologiques, pour moi ne sont pas que des questions de sociologues. Ce sont tout autant des questions qui interrogent à la fois avec Robert Castel quelles sont les conditions sociales qui permettent aux individus sommés d'être de plus en plus entrepreneurs d'eux-mêmes dans la société et dans l'école, de pouvoir répondre à ces réquisites, et en quoi demander à des élèves ou à des individus, à des agents sociaux, de se comporter de plus en plus en individus autonomes, alors que dans le même temps, les processus sociaux sapent les supports de sécurisation qui leur permettraient d'être des individus et profitables pour les uns qui continuent à avoir ces supports sociaux et psychiques, et meurtriers pour les autres, condamnés en quelque sorte à être ce que Castel appelle des individus par défaut, et souvent assignés à des identités mélancoliques, c'est-à-dire des identités qui font rage contre elles-mêmes et autrui, assignés à des contrats léonins, à des projets contraints, vous connaissez ça par cœur. Mais je crois que cette question-là, c'est aussi une question de conception même du sujet et de son développement. Est-ce que le sujet, c'est une réalité première pour lequel les milieux sociaux et les modes d'échange avec les milieux sociaux ne seraient que l'adjuvant d'un développement tout entier contenu dans l'origine, dans l'expertise, voire pourquoi pas dans le cerveau? Ou est-ce que le développement est ce qui construit et le sujet ou le processus de personnalisation ou de subjectivation n'est pas ce qui est antérieur à l'expérience des milieux sociaux et de ces contraintes normatives, mais au sens non pas normalisant, mais de la normativité de production de ses propres normes. Et donc, le sujet n'est pas ce qui est antérieur à l'intervention du social ou des institutions, mais ce qui résulte et qui ne cesse de résulter de la pluralité et de la contradiction de ces milieux sociaux et de ces expériences sociales. Ce qui amène, et ce sera mon dernier point, à interroger, et je crois que c'est d'actualité avec la préparation
d'un décret sur le corps commun, etc., sur est-ce que le psychologue en milieu scolaire, en milieu éducatif, le psychologue de l'éducation nationale, est seulement un psychologue des individus ou des sujets, ou est-ce que c'est un psychologue des milieux? C'est-à-dire, en clair, non pas évidemment pour dire que le travail d'accompagnement, d'élaboration, je préfère le terme d'élaboration plutôt que celui d'accompagnement, que nous pouvons mener, que vous pouvez mener quotidiennement avec des individus et sans légitimité mais sans effet, évidemment pas, mais comment travailler collectivement à ce que ce travail d'élaboration avec des individus ait des effets en retour sur les milieux d'expérience que sont les milieux d'expérience de ces sujets, en l'occurrence l'institution scolaire, pour viser non seulement à accompagner des individus, mais à favoriser le développement et l'émancipation des sujets. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il me semble que cette question-là est une question à la fois professionnelle, théorique, politique, et qui nécessite évidemment, personne n'a évidemment les réponses toutes prêtes, ça se saurait, qui nécessite évidemment un travail d'élaboration collective, mais faute duquel, je crains que les logiques d'individualisation ou de personnalisation ne soient que des logiques d'accompagnement du processus de distillation fractionnée qu'est devenu notre système éducatif, qui éjecte par l'échec à chacun de ces niveaux qui éjecte ou qui différencie plus par l'échec que par le projet, clairement, voire même ne servent dans l'éducation nationale, comme c'est aujourd'hui assez massivement dans la sphère du travail, si on se réfère aux travaux d'IFCLO, servent en quelque sorte de coussin compassionnel d'une institution scolaire de plus en plus tenaillée par des logiques de concurrence individuelle, et des logiques de concurrence individuelle où, à la différence du partage du travail, s'il y a des gagnants, il y a des perdants. J'ai dit partage du travail, je voulais dire partage du savoir, mais je pourrais dire partage du travail dans sa dimension anthropologique, ce serait la même chose. Le savoir, ce n'est pas une marchandise. Ça ne peut que s'accroître d'être partagé. Les positions sociales auxquelles mène une institution scolaire de plus en plus concurrentielle sont des marchandises au sens non seulement de biens marchands, mais s'il y a des gagnants, il y a des perdants. Je crois que si on ne maintient pas cette contradiction-là vivante, nos métiers, mais au-delà de nos métiers, nos institutions, continueront à être fortement malmenés. Mais certains d'entre vous dressaient des pistes d'élaboration et de résistance et de travail ce matin et les jours précédents. Je vous remercie. On va peut-être prendre quelques questions, en sachant qu'on a un petit quart d'heure pour les questions et les réponses. Donc, pas plus. Qui c'est qui joue les micros? On essaye de ne pas perdre de temps, donc qui se lance? De l'institution et dans la manière dont ils accompagnent vers le conseil entre guillemets peuvent reproduire les inégalités sociales. Donc elle a
œuvré à démontrer ça dans ses écrits. Et aussi l'hommage à lui rendre en tant que personne. Et elle a donc beaucoup marqué une génération de conseillers d'orientation psychologue. Donc je vous remercie beaucoup pour ça. La deuxième chose, c'est une réflexion. J'ai lu récemment un article dans la presse de Thomas Piketty sur le lien entre la carte scolaire et en particulier les logiciels comme Affelnet d'affectation des élèves et la ségrégation et les constats sur la ségrégation sociale et scolaire. Et j'aurais voulu savoir si vous avez une analyse là-dessus. Enfin, si ce à quoi je fais référence parle. Prends plusieurs questions peut-être. Hein? Prends plusieurs questions. Oui, c'est ça. Une autre question. Si on n'a pas, c'est pas grave. Hein. On peut traiter celle-ci, s'il n'y en a pas d'autres, c'est pas. Alors, j'ai lu l'article de Piketty, évidemment, qui d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir, je fais une parenthèse, de voir comment les médias fonctionnent. Parce que les travaux sur la ségrégation, y compris entre collèges parisiens, il y en avait bien avant que Piketty se mêle de valoriser, de dire les travaux qu'il n'a pas fait, quoi. Mais quand c'est Piketty qui le dit, on a une double page du Monde. Quand c'est Pierre Merle ou Julien, je ne sais plus comment il s'appelle, ça n'intéresse que les spécialistes. Je referme la parenthèse. Voilà. Mais quand même. Voilà. C'est-à-dire quand les économistes redécouvrent qu'il existe des choses avant eux, voilà, on en parle, voilà, mais ça c'est un petit côté un peu corpo, voilà, du point de vue de la recherche. Alors, ce qui est compliqué, alors moi, ce qui est tout à fait évident, c'est qu'on constate, alors les travaux anciens, qui commencent à dater, qui étaient d'ailleurs un appel d'offres de l'ADEP et de la DATAR, en particulier, je vous invite à lire le travail de Sylvain Brocolicki, Choukri Benayed et une autre collègue, dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Donc, on travaillé sur ces choses-là. Et ce qui est tout à fait important, c'est qu'on a non seulement une ségrégation accrue, sociale, accrue des établissements scolaires, en particulier des collèges, mais on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de statistiques sur les écoles primaires pour des raisons de grève administrative, c'est-à-dire on n'a pas de statistiques fiables. Il faudrait mener la même enquête sur les écoles primaires. Voilà. Alors, qui n'est pas simplement le reflet de l'exacerbation de la ségrégation de l'habitat, mais les modes de fonctionnement de l'institution scolaire et ses rapports avec, en particulier, les choix des familles. Voilà, l'ouverture, l'accroissement de la possibilité de choix des familles contribue à plus de ségrégation, la manière dont les chefs d'établissement, éventuellement les logiciels, mais sur les logiciels je ne réponds pas, je n'ai pas travaillé là-dessus, donc peut contribuer à accroître cette ségrégation. Mais ce qui est plus compliqué encore, et c'est compliqué parce que c'est pas toujours facile à dire, et c'est pas toujours politiquement correct à dire, parce que le dire peut parfois accroître le mal. Dubé dit à propos de l'immigration qu'il y a des constats scientifiques qui ne sont pas toujours politiquement pertinents à rendre publics, voilà, socialement pertinents. Ce qui est absolument aujourd'hui avéré, c'est que cette ségrégation accrue des espaces sociaux et scolaires contribue à une dégradation de la qualité de l'offre éducative offerte aux élèves. Alors c'est compliqué parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des... D'abord, on ne peut pas épouser la logique concurrentielle des news qui publient le palmarès des lycées tous les ans, etc., souvent avec des indicateurs pas très intéressants, etc., ou les logiques qui, dans les pays anglo-saxons, sont beaucoup plus poussées de publication, de performance, de résultats, etc. Mais néanmoins, on constate que les modes d'adaptation des professionnels des agences scolaires à des conditions de travail dégradées de par cette ségrégation accrue
qui fait que se concentrent dans un certain nombre d'établissements les populations les plus paupérisées, les plus précarisées, et les plus précarisées à la fois sur le plan socio-économique et sur le plan des itinéraires de vie. On a évoqué les phénomènes de migration traumatique ce matin, etc. Eh bien, on a des modes de faire, alors, contraints, su ou insu, qui amènent à une réduction des exigences à l'égard des élèves, qui fait bon marché d'ailleurs d'un raisonnement en termes de potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, là, le potentiel, dans cette logique de maximiser les potentiels des élèves, là, on maximise quand même le potentiel des uns, mais pas celui des autres. Hein, même si vous avez compris que j'ai toutes les réserves sur l'utilisation du terme de potentiel. Et de ce point de vue-là, on a des choses, alors je pourrais vous donner des exemples. Nous, nos travaux, on a publié il y a quelques années un bouquin qui s'appelle « La construction et l'égalité scolaire dans l'ordinaire des pratiques de classe », voilà, où on montre à l'évidence qu'il y a un certain nombre de choses. Et on a ce paradoxe que, alors qu'on a des évolutions scolaires qui demandent aux élèves, qui, dès le primaire, dès l'école maternelle, de faire des choses de plus en plus compliquées, on leur apprend de moins en moins à le faire. Alors, je pourrais donner des tas d'exemples. Mais bon, ne serait-ce que, si vous lisez la récente synthèse de Roland Guagou sur l'enseignement et l'apprentissage de lecture-écriture, dit très bien, alors qu'on a des exigences de compréhension de texte aujourd'hui, au premier niveau de l'école primaire, beaucoup plus fortes qu'avant, on n'enseigne quasiment pas la compréhension des textes. Et d'ailleurs, on ne sait pas forcément comment l'enseigner. Je passe sur le développement de l'oral d'élaboration, qui est rarement un objet d'enseignement, hein, toute une série de choses, et qu'il est d'autant moins que les élèves en ont plus besoin et qu'on est dans des environnements dégradés. Et là, on a un vrai problème qui pose d'ailleurs la question de l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, de l'effort fait pour l'éducation prioritaire, non pas forcément dans les 1000 et quelques réseaux d'éducation prioritaire aujourd'hui, mais au moins dans les REP+, qui sont à peu de choses près les 380 ZEP initiales. Enfin, au moins. Et ça interroge sur l'extension de la politique ZEP. Ça, c'est une autre affaire. Une autre question ? Merci pour ce que j'ai entendu comme le retraçage de l'histoire de la politique d'éducation pour traiter les inégalités scolaires ces dernières années. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai entendu, c'est que vous avez essayé de montrer comment ces politiques d'individualisation amènent à des dispositifs personnalisés, alors qui peut-être enferment les enfants dans des représentations, parce que donc les enfants qui ont ces difficultés, donc on les enferme dans ces représentations parce que ce sont des populations à risque, et aussi du coup qui amène cette responsabilisation de l'individu par rapport à ces difficultés. Et donc je m'interrogeais comment à sortir de ça. Est-ce que ça va être en repensant à la fois de l'individu dans du collectif, voilà, c'était une première piste. Peut-être que vous en avez d'autres. Voilà. Rapidement, parce que Madame la rectrice doit intervenir. Il me semble qu'il y a au moins deux choses. La première chose, c'est une question conceptuelle. Moi, la première chose, c'est quand on parle de besoins, de talents, de profils cognitifs, etc., de fonctions matérielles. Première chose, c'est d'interroger ces objets, non pas comme des caractéristiques individuelles, voire biologiques, mais d'interroger qu'est-ce qui donne forme et contenu à ces besoins. Et j'avais prévu, je n'ai pas eu le temps de le faire, de vous lire un texte assez ancien d'un grand psychologue parfaitement méconnu aujourd'hui qui s'appelait Jacques Beauvais, formateur au CNEFASES de Beaumont, grand disciple d'Henri Vallon, qui disait la question de l'institution scolaire n'est pas de s'adapter aux besoins des élèves, parce que ce dont souffre un certain nombre d'élèves, c'est d'une absence de besoins. La question, c'est de faire advenir chez les élèves de nouveaux besoins. Et on pourrait dire la même chose, de dire il faut faire advenir
de nouveaux talents, de nouveaux intérêts. Vous pouvez déplier tout l'univers sémantique de ce point de vue-là, de nouvelles formes d'intelligence. Voilà. Parce que, et donc, quels sont les processus sociaux et scolaires qui donnent forme et contenu aux besoins, aux aptitudes, aux intérêts, etc. des enfants, qui ne sont pas des caractéristiques originelles. Alors ça, c'est un point de vue théorique. Après, ça pose les questions que je voulais poser en termes de contenu. C'est ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne faut pas travailler dans les différents dispositifs que j'évoquais tout à l'heure. D'abord, vous n'avez guère le choix d'une manière générale. Et puis, bien évidemment, qu'on peut y faire du travail intéressant. Mais on peut y faire un travail intéressant si on considère que ce qui donne forme et contenu aux besoins des individus, c'est leur inscription, leur mode d'expérience dans des univers sociaux et institutionnels, dans des univers de pratique, dans des échanges d'activités avec autrui, et dans des partages de normes et de conflits de normes, et de normes qui sont des normes productives et pas des normes normalisantes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On pourrait avoir un débat sur la norme avec Roland Gori ce matin, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la conséquence, me semble-t-il, importante du point de vue de la conception politique mais vous entendez bien que politique, pour moi, ce n'est pas la politique partisane, c'est la conception qu'on a des sujets et des formations sociales, c'est la conception politique du métier de psychologue en milieu scolaire. C'est est-ce que le psychologue, l'action du psychologue porte essentiellement, voire exclusivement sur les individus, ou est-ce qu'elle porte également et à partir de l'expérience que l'on a du travail avec les individus sur la transformation des milieux, de manière à pouvoir agir de manière modeste, collective, sur ce qui donne forme et contenu aux besoins, aux caractéristiques des individus. Mais ça, c'est des choix théoriques en matière de la psychologie. Encore une fois, voilà, ça demande, et voyez, quand j'évoquais, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs, il y a des théories psychologiques qui sont plus à même que d'autres de soutenir ce dialogue que j'évoquais tout à l'heure, de soutenir cette question des questions posées et des services rendus entre psychologie et sociologie. De la même manière qu'il y a des auteurs et des théories sociologiques qui sont plus à même de soutenir le dialogue avec les disciplines du psychisme. Et pour moi, c'est quelque chose qui me permet de m'orienter dans la pensée, je reprends ma vieille formule, à la fois sur le plan conceptuel et quand je faisais le même métier que vous, enfin, c'était pas le même parce qu'il a changé beaucoup depuis, d'essayer de m'orienter sur le plan professionnel et qui essaie de m'orienter sur le plan citoyen. Voilà. Et de ce point de vue-là, Vallon, Vygotsky, Brunner, c'est pas la même chose que les neurosciences et c'est même pas la même chose que Piaget. Donc ça, mais voilà, là on est dans du débat théorique qu'on n'a pas forcément le temps de mener. C'est pour ça que cette question, je pense que les questions politiques sont des questions professionnelles et que les questions professionnelles sont des questions politiques, si on les pose comme ça. Bien, écoutez, on va remercier encore Jean-Yves. Merci à vous.